Bonjour à tous les amis, nous voilà pour le second match de la Coupe de France Terrario, donc le deuxième quart de finale qui oppose Loma Wild contre Lucas Castrovillari. Si jamais tu veux connaître le gagnant du dernier match, donc du premier quart de finale, je t'invite à aller sur ma communauté YouTube ou mes réseaux sociaux. J'ai dévoilé le vainqueur il y a à peu près 2 heures. Bref, maintenant c'est parti pour le deuxième quart de finale. Loma Wild contre Lucas Castrovillari, donc deux youtubeurs. Ces deux youtubeurs qui ont eu un gros succès lors de la phase qualificative. Donc là j'imagine que ça va être un gros duel. En tout cas je te laisse juger, c'est pareil. Pour voter dans les commentaires, tu me mets celui que tu veux voir accéder à la demi-finale. Je t'invite à bien sûr voter à la fin de la vidéo pour avoir un vote qui soit quand même équitable. Allez, c'est parti pour le deuxième quart de finale de la Coupe de France Terrario. Et yo tout le monde, c'est Lucas de la chaîne YouTube El Aquaterra. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième manche de la Coupe de France de Terrariophilie organisée par Steven de la chaîne YouTube Reptistore. Aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de grosses installations, on va parler de gros bestiaux, on va parler gros varans. Allez, à tout de suite. Donc dans cette vidéo, comme je vous l'ai dit, on va parler de gros varans, donc de gros varanidés, plus précisément de l'espèce de varan Varanus panoptes ornis. C'est une sous-espèce, plus précisément d'ailleurs. C'est un animal qui est, je le précise pour les gens qui ne connaissent pas cet animal-là, c'est un animal qui est soumis au certificat de capacité à l'autorisation d'ouverture d'établissement, que bien évidemment j'ai, car c'est un animal, c'est un saurien qui dépasse le mètre à l'âge adulte. Il faut savoir que, sauf certaines exceptions, comme iguana par exemple, tous les sauriens dépassant le mètre à l'âge adulte sont obligatoirement soumis à ce qu'on appelle le certificat de capacité et l'autorisation d'ouverture d'établissement dès le premier spécimen détenu. Au niveau du statut juridique de l'espèce, en plus qu'il soit soumis au certificat de capacité et à l'autorisation d'ouverture d'établissement, c'est un animal qui est classé en annexe 2 de la Convention de Washington et en annexe B de la réglementation européenne. Pour tout ce qui est des certificats de capacité et les annexes contenues dans la Convention de Washington et les annexes de la réglementation européenne, j'aurai l'occasion de vous faire une vidéo sur ma chaîne YouTube sur cette réglementation. C'est un animal qui vient, cette sous-espèce là, donc le Varanus panoptes ornis, parce qu'il y a d'autres sous-espèces. Je vais vous mettre une carte de la répartition des Varanus panoptes juste ici. Voilà, donc le Varanus panoptes ornis, lui, il ne provient pas d'Australie, il provient juste au-dessus, donc du sud, de la pointe sud de la Nouvelle-Guinée-Papouasie, donc juste au-dessus du Cap York en Australie. Après, il y a deux autres sous-espèces, parce qu'il y a 3 sous-espèces chez Varanus panoptes. On a Varanus panoptes ornis, que j'ai ici. On a Varanus panoptes qui lui vient d'Australie, et Varanus panoptes rubidus qui lui vient également d'Australie. Donc pour ce qui est de la taille adulte de l'animal, pour les mâles on va être aux alentours de 1m40 à 1m60 pour vraiment des individus qui sont assez grands et assez vieux également. C'est très rare en général de voir des Varanus panoptes ornis à cette taille là. Ça arrive, c'est pas rarissime non plus, mais ça arrive quand même de temps en temps. Et moyennement, on va dire qu'à l'âge adulte, ils vont faire un bon 1m40, 1m50 à peu près. Voilà. Les femelles sont nettement plus petites par ailleurs. On va avoir des femelles qui vont faire entre 90 cm et 1 m de long. Ça va être à peu près la taille d'un Varanus exanthematicus adulte. Point de vue du régime alimentaire pour cet animal-là, on va être sur un petit peu tous les insectes qu'on va pouvoir retrouver en animalerie, tous les rongeurs également, sauf vraiment des trop gros rongeurs comme les lapins, les gros cochons d'Inde, ce genre de choses. Ça va plus être dans son régime alimentaire, en tout cas du rat et de la souris principalement, toujours adapté en fonction de la taille de la tête
bien évidemment. Il pourra également se nourrir d'œufs, œufs de caille, œufs de poule, toujours adapté en fonction de la taille de la gueule. Je ne suis pas trop fan de distribuer des œufs aux varans pour la simple et bonne raison que le jour où on les reproduit, les femelles et les mâles ont une fâcheuse tendance à manger leurs propres œufs. Et déjà que l'incubation des varans c'est de façon générale très long, beaucoup plus que les autres espèces de reptiles d'ailleurs. On évitera de donner des œufs pour éviter justement qu'ils se disent tiens c'est mon propriétaire qui m'a donné à manger, donc en fait non c'est leurs œufs, donc on évitera de leur donner des œufs pour cette raison là. En termes de superficie de l'enclos, je parlerai de la technique quand on sera plus à l'intérieur du coup. En termes de superficie de l'enclos, on est sur un enclos qui fait 3 mètres de longueur, sur 2 mètres de largeur, sur plus de 2 mètres de haut. C'est un enclos qui n'est pas fermé sur le dessus pour la simple et bonne raison que c'est un animal de grimpe que très peu. Il peut grimper en milieu naturel, c'est pas un problème, avec les griffes qu'il a, vous allez voir sur les plans de coupe, c'est assez impressionnant. C'est pas un varan qui a tendance à vraiment grimper comme les Varnus macri par exemple, que j'aurai l'occasion de vous présenter dans une autre vidéo, je l'espère. Lui c'est plus un varan comme on pourrait un peu le comparer aux gros varans terrestres comme par exemple Varanus albigularis par exemple ou Exanthematicus qui eux ont vraiment besoin d'espace au sol véritablement. C'est pour ça que les installations sont vraiment assez conséquentes pour ces animaux là. Je vais rentrer à l'intérieur de l'enclos pour aller vous faire une démonstration de nourrissage de Caius et pour vous expliquer un petit peu tous les aspects techniques de l'enclos. Voilà, donc avant d'entrer dans le terrarium, on va d'abord respecter 2 règles, une de sécurité et une d'hygiène. D'abord, on va commencer par la sécurité. On va se munir d'un balai, tout simplement pour repousser les attaques potentielles du Varanus panoptes orni. Pour la simple et bonne raison, c'est une espèce qui est territoriale. Donc ça, derrière, c'est son territoire. Donc s'il y a quelqu'un qui rentre sur son territoire, il va forcément se demander bah, qu'est-ce que tu fais chez moi? Va-t'en, je ne veux pas te voir ici. Donc c'est pour ça qu'on a le balai, c'est pour le repousser tout simplement. C'est pas pour lui taper dessus, c'est juste pour le repousser. Deuxième règle, on a la règle hygiène. J'ai des bottes actuellement au pied pour la simple et bonne raison que dès qu'on rentre dans un enclos, on va pas rentrer avec les mêmes chaussures avec lesquelles on a circulé à l'extérieur ou dans la pièce d'élevage ou autre toute la journée. On va pas aller transmettre des bactéries ou des virus qu'on aurait pu récupérer sous les semelles des chaussures dans l'enclos vu qu'on marche à l'intérieur. Là je vais rentrer dans l'enclos, donc il y a un verrou simple comme ça qu'on peut verrouiller simplement avec un cadenas, plus une clé qui risque d'avoir une réaction assez violente dès le départ. C'est pour dire oh là tu m'as fait peur, attention. Il est juste là, je repère, c'est pour ça qu'on a installé une vitre en plaie dessus ici, c'est pouvoir repérer l'animal, savoir où est-ce qu'il est exactement dans l'enclos avant d'entrer. On va rentrer à l'intérieur. Doucement, Caius, non. Voilà, là on va le pousser parce que doucement, Caius, non. Voilà. Bien. Donc là j'entre dans l'enclos avec lui. Donc vous voyez qu'il est. Ça c'est un comportement assez intéressant que j'ai repéré il y a quelques semaines en fait. Il pense que le balai c'est véritablement un autre mâle varan en fait. Il le prend pour un de ses concurrents. Dans le milieu naturel, en fait, les combats entre varans, ça se passe généralement comme ça. C'est qu'en fait, comme vous l'avez vu sur les images il y a quelques secondes, Caius a tout de suite sauté sur le balai, sur cette partie-là, sur la partie plate, en pensant qu'il s'agissait d'un autre mâle varan. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, dans le milieu naturel, les combats entre varans se passent au moment de la saison de reproduction, hein, notamment. Il y a plein de femelles autour et 2 mâles qui se battent en duel pour savoir lequel va avoir l'honneur de se reproduire avec une ou plusieurs femelles. Et donc du coup en fait ils s'attrapent comme ça, ils se saisissent par les pattes, on dirait qu'ils se font simplement un câlin, alors qu'en réalité pas du tout, c'est le premier qui va pouvoir coucher l'autre au sol, qui aura gagné et qui aura affirmé sa dominance, et c'est ce que vous venez de voir avec le balai. On va avoir plusieurs points qu'il va falloir surveiller chez les varans, quand on va rentrer en contact direct avec eux. Donc ça va être, premier point, vous vous en doutez tous je pense, la morsure.
une morsure d'un varan comme celui-ci, c'est extrêmement douloureux et ça peut avoir des conséquences très graves, comme des déchirures de peau, des déchirures de ligaments, ce genre de choses. Donc il faut y faire vraiment très attention. On va avoir également les griffes. Là actuellement, si je le prends sans les gants, si je l'attrape sans les gants et que je le cale sur mon bras, il me lacérerait les bras, donc c'est même pas la peine d'essayer sans les gants au vu de la taille des griffes. Et le troisième point de défense qu'on oublie de temps en temps, c'est la queue. Pour la simple et bonne raison qu'au niveau de la queue, on a donc le muscle caudal qui, comme chez les crocodiliens, est extrêmement puissant en termes de force et est capable d'infliger des blessures assez douloureuses et est capable de déstabiliser un adversaire. Pour les parties techniques de l'ample, on a différents points, notamment on va commencer par les points de lampe. Donc on va avoir 2 points chauds donc, qui sont localisés avec les lampes rouges qu'on voit juste ici, qui sont des lampes donc, de la marque Philips, donc pour l'éclosion des poussins principalement à la base, qui donnent un point chaud très localisé entre 30, 35, 40 degrés à peu près sous les lampes. Donc il y en a 2, il y en a une ici au niveau du sol et une autre là-bas au niveau de la plateforme. On va avoir un autre point, ça va être le point des UV qui est juste là et qui donne au niveau de la branche qui est juste ici. Pour la partie technique de comment est-ce qu'on a cet enclos, tout autour de moi en fait vous pouvez voir au niveau du sol, vous avez donc des moellons, des parpaings, appelez ça comme vous voulez, alignés les uns derrière les autres et qui font tout le pourtour en fait de l'enclos et qui sont posés en fait sur la dalle de béton de la pièce d'élevage. Et ces parpaings là soutiennent justement la structure entière de l'enclos. Donc là on va passer en session nourrissage, donc avec un rat 30 grammes. J'ai fait le nourrissage hier et c'est un serpent de ma collection qui ne l'a pas mangé. Ça fait le donner même 24 heures après au varan, puisque dans le milieu naturel ce sont des animaux qui ont tendance à manger, qui sont véritablement opportunistes. Ils peuvent manger des cadavres d'il y a plusieurs jours voire plusieurs semaines en arrière. On va pouvoir essayer de lui proposer. Et donc c'est un animal vraiment, voilà, faut pouvoir maîtriser vraiment. Faut vraiment maîtriser ce qu'on fait parce que c'est un animal qui peut vraiment s'avérer dangereux et qui peut faire des sauts assez conséquents. Donc là je lui en donne qu'un parce que c'est pas le jour de son nourrissage et puis c'était vraiment occasionnellement, c'est pour éviter de jeter des proies inutilement et de gâcher de l'alimentation. J'ai terminé de vous présenter tout ça, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à moi et si jamais voté tu es sélectionné, et ben voilà ce que vous allez voir la semaine prochaine. Léo Hétérodon Maestia N10 et Epicrates Shankria. Je vous en dis pas plus, à la semaine prochaine j'espère. Bien le bonjour et bienvenue dans ces quarts de finale des championnats de France de Terrario 2023 organisés par Reptistore. Merci à toi Steven. Aujourd'hui moi j'ai envie de vous parler de quoi ? Je veux vous parler des Gonocephalus robinsoni. Allez c'est parti. Pour ceux qui me connaissent, qui connaissent déjà ma chaîne ou qui me connaissent en vrai, vous le savez très bien. Moi, mon truc, mon gros kiff en Terrario, c'est les Gonocephalus. Les Gonocephalus, c'est un genre de lézard qui vit en Asie du Sud-Est. Leur zone de répartition, en fait, s'étend de la péninsule malaise, en fait, jusqu'à toute l'Indonésie. Quand je dis malaise, c'est pour Malaisie, hein. Et ce sont des lézards incroyables qui ont la capacité en fait de changer de couleur en fonction de leurs émotions en fait. Ils vont chercher à avoir des couleurs beaucoup plus camouflées quand ils vont être stressés ou quand quelque chose ne va pas, ils vont aller quasiment jusqu'au noir. Et par contre quand ils sont détendus, qu'ils sont arrosés ou qu'ils sont allés se baigner, ils arborent des couleurs absolument incroyables. C'est-à-dire que là on va avoir du vert, on va avoir du turquoise, on va avoir du bleu, on va avoir du jaune, c'est assez phénoménal. On va même avoir de l'orange fluo. C'est un genre assez incroyable mais aujourd'hui je vais faire le focus sur une seule espèce de ce genre. Les fameux robinsoni. Parce qu'il faut savoir qu'à la maison, en fait, on a aussi des caméléontinus, on a des grandis, on a des belli. Allez, on va faire un petit peu d'étymologie, ça fait toujours plaisir. Pour le terme gonocephalus, en fait, gono, ça vient du grec gone, et ça veut dire angle. Et céphalus, c'est comme les céphalées, c'est la tête. Les gonocephalus, c'est des lézards à tête angulaire. Il y en a qui disent anguleuse. Et on constate effectivement, de chaque côté de leur tête, au-dessus des yeux, ils ont des arcades extrêmement marquées, avec surtout les mâles, avec des angles très proéminents. Et robinsoni,
Robinsoni, ça veut dire de Robinson. Et ça en fait c'est un hommage qui a été rendu à Herbert Christopher Robinson. On te fait coucou Herbert. Ce gars-là, c'était un explorateur, ornithologue en fait, qui a fait un énorme travail au niveau de la péninsule malaise. Il a découvert là-bas des tas et des tas d'espèces. Si bien qu'on a nommé les Gonocephalus robinsoni pour lui. Les Gono robinsoni, du coup, en fait, à l'étranger, ils les ont sortis du genre Gonocephalus parce que c'est vrai qu'ils dénotent un peu du reste du genre. Ils les ont appelés les Malayodracon robinsoni, c'est-à-dire les dragons malais de Robinson. Force à toi Herbert. Les robinsoni, ils ont des caractéristiques physiques incroyables. Ils sont très allongés, beaucoup plus que les autres Gonocephalus. On remarque un fort empattement comme pour les voitures, c'est-à-dire que les pattes avant et les pattes arrière sont vachement séparées, enfin plus que les autres lézards du genre. Ils vont être plus filiformes, plus allongés, avec une tête vraiment taillée en pointe, un long museau pointu. Ils vont avoir des petites cornes de chaque côté de la tête au-dessus des yeux et une crête qui part de l'arrière de la tête jusqu'au début de la queue. En termes de couleur, lorsqu'ils sont stressés comme les autres Gonocephalus, ils vont avoir du brun foncé jusqu'au marron. Au niveau des lèvres, ça va faire un petit peu orangé, un peu rouille, qu'ils ont bien bu, qu'ils se sont bien baignés. En fait, leurs écailles vont devenir vraiment vertes de chez vert, un vert vraiment qui tend un peu vers le jaune et qui va vraiment être vif de chez vif. Sauf au niveau de la tronche, là ils vont avoir des lèvres et tout le dessous de la mandibule, donc la mâchoire inférieure qui va être blanc. Mais quand je vous dis blanc, c'est pas blanchâtre, c'est vraiment blanc comme une feuille blanche. Et ça c'est assez impressionnant, d'autant qu'ils ont en fait un fanon qui est vraiment comme une voile, alors pas autant marqué qu'un anolis, mais je vous assure qu'il est assez conséquent. Je pense que c'est le Gonocephalus qui a le plus grand fanon, qui est tout blanc, c'est vraiment impressionnant. Et s'il y a bien quelque chose dont j'ai envie de vous parler au sujet de la morphologie des Gonocephalus robinsoni, c'est leurs pattes. Regardez-moi un peu ces papates. Ils ont des très longues pattes avec des très longs doigts hyper griffus. Regardez-moi ces pattes arrière. Ils ont une façon en fait de se positionner où ils vont mettre leurs pattes arrière hyper proches des pattes avant. En fait, ils vont les tendre vers l'avant pour s'agripper et surtout ils écartent à mort leurs pattes. Ils font ça tout le temps. Et en fait, si vous allez regarder un peu où ils vivent, on va prendre par exemple les chutes de Robinson. Si je vous dis les chutes de Robinson, c'est parce qu'ils ont vraiment été observés là-bas dans un des rarissimes articles où j'ai vu qu'ils avaient été observés. Moi j'ai constaté qu'ils avaient cette capacité à venir se mettre à plat contre des surfaces. Ils se mettent vraiment à plat et ils étendent leurs pattes vraiment loin comme des araignées sur un mur. Et avec leurs doigts, en fait, ils vont aller du coup couvrir un maximum de surface et aller chercher les petites aspérités avec leurs griffes. Ce qui fait qu'ils vont être vraiment très stables sur des parois qui sont verticales. Et si vous regardez les chutes de Robinson, ça va être vraiment des pans rocheux vertigineux, verticaux et des grands troncs d'arbres en fait. Comme tous les autres Gonocephalus, ils vivent tout le long des rivières, dans des biomes tropicaux-humides, avec des températures relativement stables. Et c'est d'ailleurs un critère vraiment important pour eux, je reviens là-dessus tout à l'heure. Pour vous raconter mon expérience, lorsque j'ai commencé avec les Gonocephalus robinsoni, j'avais mon super Robinson. C'était un mâle hyper cool. Alors déjà que les Robinsoni ont tendance à être assez cool et assez détendu comme lézard, lui il était vraiment super sympa. On a développé des liens assez forts. Quand il me voyait arriver dans la pièce, il venait au carreau, il mettait ses pattes sur le carreau en mode mais ouvre-moi. Alors je venais lui ouvrir et il me sautait dessus, il me grimpait un peu partout, il montait sur ma tête et je le nourrissais à la pince ou à la main et il était hyper content. Aujourd'hui Robinson il est plus là, mais il m'a appris beaucoup de choses sur le maintien de cette espèce. Étant donné qu'il y a très peu d'informations, j'essaie de faire un travail de recherche pour vraiment cerner les spécificités de leur maintenance. Et pour être sincère avec vous, vous vous en doutez, de toute façon, ça n'a pas été facile tous les jours. Suite à la perte de certains spécimens, on a fait des nécropsies, donc en fait c'est comme des autopsies mais sur les animaux. On a fait ça dans des cliniques vétérinaires, on a vraiment fait des analyses assez poussées. On avait eu du mal à comprendre ce qui avait pu dysfonctionner. Grâce aux relevés de température qui ont été faits par mes thermomètres, j'ai regardé dans la journée comment ça se passait, il y avait eu des courbes, des montées de température à certaines périodes de la journée. Et ça m'a mis la puce à l'oreille. Je suis allé faire des recherches en fait sur les cartes, un peu des analyses topographiques de la zone des chutes de Robinson. Et qu'est-ce qu'on observe en fait sur les cartes? On observe que ces chutes elles se trouvent entre 1300 et 1400 mètres d'altitude, que c'est un biome vraiment montagneux et à ces altitudes on se doute que la température elle va être assez fraîche. J'ai donc été rechercher les relevés de température de cette zone géographique. Et quand on regarde les relevés, on constate que la température elle est tout le temps située entre 17 et 22 degrés et il n'y a quasiment jamais de pic. Grâce à cette investigation, si vous voulez, ce qu'on a réussi à mettre en avant, c'est que les Gonocephalus robinsoni ils vivaient dans un climat où la température était fraîche, mais en plus d'être fraîche, elle est vraiment stable. Alors aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris en compte ces facteurs, et aujourd'hui, ça se passe très bien. Pour la période hivernale, en fait, on installe les Robinsoni dans la salle tropicale, dans un terrarium qui est assez proche du sol et proche des vitres. C'est là, en fait, où il va faire le plus frais dans la pièce. Et pour les périodes estivales, on les met à la cave, on a fait une install pour eux là-bas. Alors pour l'instant, je touche du bois, mais ça se passe globalement très bien. Ce qu'il faut, c'est des terrariums
bien ventilé, une température stable et globalement fraîche, et de l'eau très propre, avec des zones pour eux à aller se poster pour sécher. En plus, il s'est passé le miracle, on a enfin eu des pontes et les œufs ils sont magnifiques. Nouveau challenge maintenant, il va falloir trouver les bonnes solutions pour bien les incuber. Ça fait déjà 3 mois que les œufs sont dans des hatchbox sur lesquels je travaille. Allez, on y croit. On y croit. Et si par vos votes, vous décidez qu'on continue l'aventure ensemble, eh ben regardez un petit peu, moi je vous fais une promesse, on va vous parler d'Abronia taeniata. J'espère que ça vous hype, en tout cas nous on les adore, ils sont exceptionnels, c'est vraiment pas une espèce comme les autres. J'espère que vous avez aimé ce moment au coin du feu avec moi, j'espère aussi que vous avez aimé découvrir les Gonocephalus robinsoni. En tout cas, super championnat à vous tous et force à vous.